Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce grand journal dont voici les grandes articulations avec vous, Marine Konia. Bonsoir, Marine. Bonsoir, Kolo Koulibaly. C'est un plaisir de vous retrouver. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans cette nouvelle édition de ce grand journal, nous verrons les actions du gouvernement ivoirien pour le développement économique avec la réalisation des marchés de proximité, celui de Daboré. Localité du Lodjibois est le tout premier à être livré en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé pour faciliter l'accès des populations aux produits vivriers à des prix abordables. Le résumé des événements à suivre. La liste électorale provisoire sera affichée dans tous les centres d'enrôlement à compter du 17 mars prochain. Information de la commission électorale indépendante qui marque la fin du traitement des données brutes issues de la phase de recensement. Suivra la phase du contentieux le 22 mars prochain pour recevoir les réclamations et les observations. Et nous vous embarquons dans la lutte contre la toxicomanie juvénile avec les unités de lutte anti-drogue. L'État de Côte d'Ivoire est en alerte. 10% des jeunes ivoiriens de l'âge moyen de 30 ans sont en situation d'extrême vulnérabilité du fait de la drogue. Situation à fort impact physiologique, psychologique et même social. Dans cette grande édition, retrouvez les informations utiles sur les initiatives du gouvernement pour mettre fin à ce fléau. Et puis, nous brisons tous les tabous ce soir avec ce grand reportage sur l'excision, pratique pourtant interdite en Côte d'Ivoire depuis 1998. Cette forme de mutilation génitale féminine résiste encore dans certaines sociétés. Ancrée dans les coutumes, nous vous rapportons la souffrance de jeunes filles et de femmes abusées dans leur intimité sans anesthésie. Des femmes qui apprennent à guérir physiquement et mentalement. Un reportage à vif à suivre. Alors d'abord dans le Lodjibois, Daboré a désormais un marché de proximité. Le Premier ministre a inauguré l'infrastructure qui va faciliter les échanges au niveau du vivrier, un outil de développement qui va booster l'économie locale. Jean-Luc Bambo et Ulrika Dango. Liesse populaire à Daboré. Ce vendredi 28 février, ce petit village situé à une quinzaine de kilomètres de Divo a été choisi pour abriter le premier marché de proximité du Lodjibois. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a effectué le déplacement pour son inauguration. Un moment mémorable pour les commerçants et producteurs du vivrier. Nous sommes vraiment heureuses parce que ce n'est pas facile de créer un marché. Nous disons merci. Merci au Premier ministre, merci à toutes les autorités qui viennent. Le gouvernement, l'État s'est souvenu de nous, les femmes, et ils ont envoyé le marché. Le marché nous plaît beaucoup. Désormais, on ne peut plus courir en brousse. On sait où déverser nos marchandises et puis dispatcher. Le marché de proximité de Daboré fait partie des 40 premiers marchés de ce vaste programme qui en prévoit 155 sur l'ensemble du territoire national. Objectif: rapprocher les espaces de vente des bassins de production pour améliorer l'écoulement et la conservation des produits vivriers. Notre agriculture vivrière reste encore peu productive et dépendante des aléas climatiques. Nos parents producteurs sont confrontés aux problèmes du transport, soit du fait de l'indisponibilité des camions pendant les campagnes des produits de rente, soit du fait des coûts élevés fixés par les transporteurs pour tenir compte de l'usure de leurs engins, du fait du mauvais état des pistes d'accès aux zones de production. Lorsqu'on a fini de produire, souvent c'est difficile de pouvoir le vendre, ce qu'on a produit. Et avec ce marché de proximité, Monsieur le Premier ministre, merci encore. Nous savons que ces problèmes-là sont résolus. Donner aux petits producteurs les outils pour prospérer, c'est la preuve concrète d'une modernisation de la commercialisation des produits vivriers. Il s'agit pour nous, à travers ces projets, de réaliser notre ambition de moderniser le commerce, d'en faire un gisement d'emploi pour nos femmes et notre jeunesse pleine de vitalité et de renforcer la lutte contre la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Pour le Premier ministre Robert Begré-Mambé, ce marché de proximité symbolise la volonté du gouvernement de rendre l'économie plus inclusive. Si nous réussissons à prendre toute la production pour les mettre dans les marchés de proximité, cela va permettre que les ménages en ville puissent acheter facilement ces productions. De manière que la grande quantité qui sera sur le marché ne permet plus que les prix augmentent. Donc c'est pour lutter contre la cherté de la vie que ce marché a été ouvert.
Vendeuses et commerçants repartent le sourire aux lèvres avec la promesse d'une meilleure qualité de vie. Le marché de proximité de Daboré n'est que le début d'une transformation en profondeur du commerce vivrier en Côte d'Ivoire. Et puis on vient de l'apprendre, le COSIM et le CODIS informent la communauté musulmane que le croissant lunaire a été observé ce vendredi 28 février 2025 à Bondoukou. Par conséquent, le jeûne du mois de Ramadan va débuter sur toute l'étendue du territoire national. Ce samedi 1er mars 2025, les imams souhaitent un bon mois de Ramadan à tous. Voilà, bon mois donc de Ramadan à tous et toute la communauté musulmane de Côte d'Ivoire d'ici et d'ailleurs. L'actualité à présent sur la scène politique avec la commission électorale indépendante en charge des préparatifs des échéances électorales en Côte d'Ivoire. Elle annonce l'affichage de la liste électorale pour le 17 mars prochain. Et ce vendredi, un point presse a été animé par la CEI sur la révision de la liste électorale. Le résumé par Sidonie Davila. La révision de la liste électorale suit son cours. Après le traitement des données brutes issues du recensement, l'opération se poursuit avec l'étape de l'affichage de la liste électorale, prévue dans les jours à venir. La liste électorale provisoire sera affichée le 17 mars 2025 dans les centres d'enrôlement ouvrant la phase du contentieux à partir du 22 mars 2025 pour recevoir les réclamations et les observations. La CEI invite tous les Ivoiriens à prendre toutes les dispositions afin de consulter cette liste provisoire et d'effectuer, si nécessaire, d'éventuelles réclamations conformément aux dispositions légales en vigueur. Face à la presse, le porte-parole de la CEI a également présenté les excuses de l'institution suite à l'incident survenu lors d'une émission débat sur la chaîne nationale. La commission électorale indépendante avait quitté le plateau, suscitant ainsi des réactions. Sans être responsable de cet incident malheureux, la commission électorale indépendante, respectueuse des Ivoiriens, tient cependant à leur présenter ses excuses pour le désagrément à eux causé. La commission électorale indépendante réaffirme également sa disponibilité à fournir en tout lieu et en tout temps des explications aux Ivoiriens sur la conduite du processus électoral. Cette déclaration est issue de la commission centrale de la CEI. Au cours de cette réunion, le président Ibrahim Coulibaly Cubière a réaffirmé son soutien à Maître Keti Yapobi, représentant de l'institution lors de l'émission. Et donc, dans la scène politique, une mortalité de poissons avec des odeurs nauséabondes constatées à Yamoussoukro depuis lundi. Le centre ivoirien anti-pollution, le CIAPOL, a fait un prélèvement pour comprendre les causes. Les premiers éléments analysés révèlent le manque d'oxygène et la température moyenne de 28 degrés, ce qui a favorisé une baisse du volume de ressources en eau. Des mesures ont été prises par le comité de crise pour sécuriser le périmètre des lacs, fermer les établissements à proximité et sensibiliser les populations. C'est un reportage à voir dans nos prochaines éditions. Et d'une capitale à une autre, Kolo Coulibaly, prenons des nouvelles du Salon international de l'agriculture qui se tient en ce moment à Paris. La Côte d'Ivoire se présente sous les meilleurs auspices sur une journée dédiée. Une invite aux investisseurs à saisir toutes les opportunités d'affaires du secteur agricole ivoirien. Le secteur vise la modernisation. C'est une journée que racontent Dangui Dangui et Adam Sangaré. Du riz à l'élevage, en passant par la forêt, le potentiel agricole ivoirien présenté aussi à 2025 dans le cadre d'un panel de haut niveau à la journée dédiée à la Côte d'Ivoire ce jeudi. Une opération de séduction de potentiels partenaires techniques et financiers qui a eu quelques échos favorables auprès de certains d'entre eux. Comme ça a été démontré tout au long de la matinée, de la conférence, le feu vert est lancé, la volonté y est et on va faire des grandes choses en Côte d'Ivoire. Juste après la présentation du potentiel agricole du pays, Sidi Tiemoko Touré levait un coin du voile sur les opportunités d'investissement dans son secteur. Et en effet, la production aquacole nationale évaluée à environ 6500 tonnes en 2021 est largement inférieure à l'objectif de production de 150 000 tonnes affiché à l'horizon 2026. Ainsi, une véritable opportunité d'investissement en découle pour un montant potentiel de 346 millions d'euros. Le domaine des eaux et forêts non plus ne manque pas d'arguments pour attirer les investisseurs à Abidjan. Pour la mise en œuvre de cette stratégie,
de valorisation des produits forestiers, cela requiert la mobilisation de 320 milliards de francs CFA, soit environ 500 millions d'euros. C'est pourquoi je voudrais lancer un appel aux partenaires techniques, financiers et du secteur privé d'accompagner le gouvernement ivoirien. À la tête de cette délégation ministérielle à cette 61e édition du SIA, Kobena Kwasi Adjoumani a réaffirmé les objectifs de la Côte d'Ivoire. Notre objectif aujourd'hui, c'est de ne plus nous adonner à des pratiques d'importation de produits et que nous soyons capables nous-mêmes de produire ce que nous voulons consommer. C'est cela qui nous fait courir. C'est cela aussi la volonté affichée du président de la République. En marge de cette opération de séduction des investisseurs, la délégation ivoirienne est également à l'école des bonnes pratiques agricoles à cette édition du SIA. Et là-bas au Salon international de l'agriculture, un produit agricole s'exporte bien. L'attiéké est d'ailleurs très prisé en Europe. Voilà, un succès indiscutable de notre attiéké, l'attiéké de Côte d'Ivoire hors des frontières ivoiriennes. Nous nous rendons en France où la semoule de manioc Made in Côte d'Ivoire connaît un franc succès. Restaurateur, distributeur informel, commerçant, l'attiéké, vous allez le voir, fait faire de bonnes affaires et tout le monde y trouve son goût. Gabriel Zani et Abdoulaziz Ganio. Théo est un habitué de Garbacho. Au minimum, 2 fois par semaine, il vient ici manger avec l'un de ses amis. Avec semoule de manioc, les crudités, un peu de piment et tout est bon. Ah ouais, on sent bien rempli. Nous sommes à Vitry-sur-Seine, sur la ligne du T9. Il est 22h, Garbacho ne désemplit pas. Alors, je voudrais bien avoir un garba 2, s'il vous plaît, avec un loubar, un marcori, 2 alocos et un attiéké, s'il vous plaît, avec condiment. Ok, ça marche. Ce sera sur place ou emporté Sur place. Ok, garba 2, marcori. La cuisine africaine dans son ensemble est très très bonne, avec beaucoup de condiments. Voilà, j'adore ça, moi. Derrière cette affluence se dessine le succès du Garba. Le patron du restaurant a flairé la bonne affaire lors d'un séjour à Abidjan, selon ce que nous explique le gérant. Bon, Garbacho, c'est venu de l'idée des cousins que je connais. Donc ça a été créé par 2 frères ivoiriens. C'est un concept qu'ils ont imaginé et puis mis en place en France. C'est le premier Garbadome d'Europe qui est sorti. Donc le but vraiment, c'est de continuer à faire grandir ce concept, que ce soit en France ou à l'international. Vu le succès du Garba, l'enseigne Garbacho a ouvert en juillet 2024 à Vitry-sur-Seine. Mais c'est à la Courneuve, dans ce petit local logé dans ce centre commercial, qu'a débuté l'histoire du Garba en région parisienne. C'était en 2019. Mon meilleur ami il est ivoirien, donc du coup, un jour il m'a invité. Il m'a dit, écoute, on va aller manger un peu des plats ivoiriens. Et puis, je dis, ok, pas de souci. J'ai découvert un tchéké, c'est assez que je mange beaucoup, c'est que je viens de même de finir là et tout, mais c'est très bon. Que j'ai trouvé que c'est du féculent et c'est consistant aussi et c'est très bon, c'est très doux, comme on dit en Côte d'Ivoire. J'aime bien les plats africains, tous les plats africains presque. Mais bon, attiéké c'est un petit peu mon préféré après le tiep sénégalais. À côté de la chaîne naissante, d'autres restaurants ivoiriens à Paris proposent de l'attiéké. Nous sommes à Assigny, Paris, dans le 17e chez Isabelle Becquet. Mannequin, actrice connue dans le Paris de l'amour et récemment dans Sœur Ennemie. On est de gros consommateurs d'attiéké. On va faire à peu près, avec tous les fournisseurs confondus, 90 kilos d'attiéké tous les 10 jours. Donc on va dire je suis à peu près à 270 kilos par mois. Tu m'attends mon pâte. Bonsoir. Entre 2 services, elle nous explique que son restaurant ne peut pas se permettre une pénurie d'attiéké. Il faut satisfaire la demande en fait. On ne peut pas se permettre de dire qu'on est restaurant ivoirien et on n'a pas d'attiéké. La demande est vraiment là, que ce soit pour le garba, que ce soit pour l'attiéké poisson à l'ivoirienne. La demande est très forte et elle est là. L'ampleur, oui, et ce succès, l'attiéké le doit à son goût, sa consistance, mais aussi à son prix. Qu'elle soit chinoise, pakistanaise ou bangladesh, presque toutes les boutiques d'alimentation à Château-Rouge vendent l'attiéké.
De plus, les vendeuses à la sauvette ont inondé les allées du marché avec le couscous ivoirien. Il y a une certaine concurrence déloyale. Voilà. Nous, on paye le local, on a des charges patronales et donc ça fait que les prix qu'on propose sont au-dessus du prix du marché. À la différence que nous, on a choisi de faire de la qualité. Pour l'attiqué bon et frais, certaines clientes n'hésitent pas à faire le chemin. Ma fille, elle aime bien les tchégués, Dabou. Si j'ai acheté l'autre tchégué, il va dire non, c'est pas Dabou. Depuis 2012, moi, je viens acheter les tchégués ici. L'épidémie de la Covid-19 survenue en 2020 a rendu les contrôles douaniers plus lents. Le fret n'est plus aisé. Nous y retrouvons Thierry. Il est 12h30, ces hommes commencent le déchargement des conteneurs dans ces sacs de l'Attiqué. L'entreprise que gère Thierry a vite fait de se spécialiser dans la distribution de l'Attiqué. L'Attiqué, c'est le principal produit d'exportation. Il représente 65% du chiffre d'affaires. Dans le mois, le chiffre est énorme. Plusieurs milliers d'euros tapis dans des sacs d'Attiqué. Certains de ces vannes prennent la direction des enseignes de vente au détail dans tout Paris. D'autres livrent cette boutique tenue par des Pakistanais dans le Levallois, une ville chic non loin de Paris. Pour l'Attiqué, on ramène que Côte d'Ivoire. Voilà, on ne ramène pas d'autres Côte d'Ivoire parce qu'elle a un bon goût. On a tout vendu, on ramène les 25 kilos par 2 semaines. Le stock du mois est déjà épuisé. Ici aussi, la semoule de manioc a ses adeptes parmi les Européens fortunés. Et pas seulement. Je suis venue récupérer les commandes de mes clients. Voilà. Donc j'avais des commandes en fait en Europe, donc au Portugal, en Espagne, vraiment partout en Europe. Donc je suis venue récupérer leurs commandes pour pouvoir les envoyer par la suite. Des piles de cartons l'attendent, ils vont être apprêtés, étiquetés. Les distributeurs d'Attiqué comme Mété, il y en a des centaines dans toute la France. Sans compter les distributeurs revendeurs parallèles d'autres pays. Cela a fini par convaincre le gouvernement de protéger les droits de propriété intellectuelle de ce mets traditionnel des peuples lagunaires de Côte d'Ivoire. Voilà, et quand l'Attiqué s'exporte bien, les problèmes internes sont une priorité pour une vie sociale plus saine. En Afrique de l'Ouest, 9,7% de la population âgée de 15 à 64 ans consomme du cannabis, selon un rapport publié en 2022. Oui, en Côte d'Ivoire, 10% des jeunes sont en situation d'extrême vulnérabilité à cause de la drogue. Les concernés sont surtout ceux âgés en moyenne de 30 ans. Vous allez voir des cas inquiétants, déplorables, mais une réponse est donnée à ce phénomène. L'État en alerte coordonne des efforts de lutte contre la drogue et la toxicomanie chez les jeunes. 48 heures avec les unités de lutte anti-drogue. Un reportage de Jamak Diadji. De simples zones de transit, l'Afrique de l'Ouest est devenue une zone de forte consommation de drogue. Entre 2019 et 2022, ce sont au moins 57 tonnes de cocaïne qui ont fait route vers la sous-région, dont 3,5 tonnes en Côte d'Ivoire, selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC. Cannabis, cocaïne, héroïne et produits pharmaceutiques utilisés à des fins non médicales inondent le pays. Ce genre de scène est légion à Abidjan et à l'intérieur du pays. Les jeunes de moins de 35 ans sont actuellement les plus touchés par la consommation de drogue en Côte d'Ivoire, selon les rapports de l'ONUDC. Au vu du constat, le gouvernement ivoirien sonne l'alarme. À Aboissou, dans la région du Sud Comoé, la nuit cache des secrets. Cette localité est réputée être un point stratégique pour le transit des drogues sur la côte et en provenance de pays frontaliers. Sur la base du renseignement, la cellule antidrogue de la gendarmerie d'Aboissou prépare l'assaut. Direction le quartier Sokoura. Après des heures de battue, le poteau rose est découvert. 2 jeunes, âgés de 30 et de 35 ans, sont interpellés dans un fumoir. 58 doses de crack et d'héroïne, 89 boulets de couche et de cannabis et 67 comprimés de tramadol sont saisis. Au titre de l'année 2024, les 20 cellules antidrogue de la gendarmerie nationale, dont Aboissou,
ont enregistré, entre autres, 2058 personnes interpellées et plus de 170 millions de francs CFA de numéraires saisis. De nuit comme de jour, la répression se poursuit. À la préfecture de police, le slogan de la police nationale, protéger et servir, se matérialise. La direction de la police des stupéfiants et des drogues, DPSD, mobilise ses troupes. Dans la commune d'Abobo, un réseau de vente de produits pharmaceutiques détournés de leur usage médical est démantelé avec une saisie de plus de 2 tonnes. Dans la mi-journée, le quartier Colombie est investi par les éléments de la DPSD. 2 fumoirs sont repérés. Doucement, hein? Bilan, les 2 fumoirs sont détruits, 10 kilos de cannabis, 50 doses de cocaïne et d'héroïne et plus de 200 gélules de tramadol sont saisies. Une dizaine de jeunes consommateurs sont aussi interpellés. L'année précédente, 916 personnes, dont 21 mineurs, ont pu être déférées par la DPSD. Une addiction des jeunes aux drogues illicites est donc constatée. Cette unité spécialisée alerte les populations. On va démanteler un fumoir dans un quartier, dans un sous-quartier. On se rend compte que tous les enfants se soulèvent contre nos équipes. Ils décident même de maintenir ou bien de prendre, de récupérer le vendeur de drogue qu'on a pris, le trafiquant de drogue qu'on a pris. Et ça, c'est une difficulté majeure pour nous. Donc nous voulons lancer vraiment un cri de cœur auprès des populations pour leur demander d'être complices de la police nationale au lieu d'être complices des trafiquants. Après la répression, les forces de l'ordre optent également pour la sensibilisation dans le pays. À Abobo, 5 commissaires de police du district de la commune sont mobilisés. Objectif, instruire les jeunes et les parents sur les dangers des drogues et les moyens de les prévenir. Il était question pour nous d'identifier notre chère population en ce qui concerne un peu le phénomène de la drogue et en même temps leur donner les rudiments ou bien les fortifier un peu sur un certain nombre de signes et des gestes des différents individus pour en savoir davantage sur les différentes consommations. La situation reste préoccupante pour la cible. À Bobo ici même, il y a les femmes, quand tu marches, elles t'appellent, elles te disent viens. Elles ne savent pas ce que tu veux, mais quand elles te disent viens là, toi-même tu constates que c'est de la drogue, elles viennent te vendre. Avec le phénomène du Kadhafi, avec les comprimés, tramadol, ils prennent des choses. Nous les jeunes, nous devons éviter, nous devons dire non et nous devons sensibiliser. La lutte contre la toxicomanie des jeunes implique aussi une prise en charge. 93% des personnes traitées pour des troubles liés à la consommation des drogues en Afrique sont des hommes dont l'âge moyen est d'environ 30 ans, selon l'ONUDC. Le centre d'accompagnement et de soins en addictologie d'Abidjan, CASA, en fait son affaire. Ici, ce sont plus de 2000 usagers de la drogue qui sont traités pour une résocialisation. Nous recevons nos bénéficiaires tels qu'ils nous viennent, sans forcément exiger d'eux un certain nombre de conditions, comme principalement l'arrêt de la consommation. Mais nous essayons de les recevoir et d'identifier d'abord le premier besoin pour lequel ils viennent vers nous. Ou bien même venir au niveau du centre pour des bobologies comme des plaies chroniques. Et accessoirement, selon la prise en charge, selon l'accueil qui leur est offert, ils font la demande d'aide au sévrage. Certains jeunes patients sont mis sous méthadone, une substance de substitution à la drogue. Désiré est à sa 4e année de traitement. J'ai connu la drogue très jeune, j'avais environ 14 ans, 15 ans par là. Je partageais la même chambre avec mon frère aîné, paix à son âme, et que lui fumait déjà le cannabis. Et comme par curiosité, en grandissant un jour, je me suis saisi d'un de ces mégots dans le cendrier que j'ai essayé d'allumer. Et voir pourquoi est-ce que quand on lui dit d'arrêter de fumer, il n'arrêtait pas. Je voulais exhorter mes frères et les plus jeunes surtout, qui ne connaissent pas la drogue, n'y touchez pas. Toutes les actions de répression, de sensibilisation et de prise en charge des victimes de la drogue en Côte d'Ivoire sont coordonnées par le comité interministériel de lutte antidrogue, CILAD. Il faut avoir des acteurs qui eux-mêmes sont suffisamment formés et aguerris. Et nous sommes en train de voir dans quelle mesure on pourrait chercher des financements pour mettre en œuvre ces différents programmes-là. Accentuer la répression et la sensibilisation contre les drogues illicites sont des mesures urgentes selon le gouvernement. La Côte d'Ivoire est l'une des nouvelles cibles africaines des narcotrafiquants selon les Nations Unies. La coupure de l'approvisionnement est recommandée par des experts
pour une jeunesse saine. Et nous avons le plaisir de recevoir M. Ronsa Yaokouma, le secrétaire général du comité interministériel de lutte anti-drogue. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Kolo. Bienvenue. Je pense que déjà, il faut commencer par faire la situation de la drogue chez les jeunes. Est-ce qu'on peut estimer, après ce reportage, que c'est inquiétant? Merci beaucoup. Je voudrais remercier notre télé, la télévision nationale, et remercier monsieur le directeur général qui nous donne l'opportunité de pouvoir parler d'un phénomène, un phénomène des jeunes, un phénomène de vie, un phénomène des sociétés. Est-ce que la situation est inquiétante? Je dirais oui et non. Parce que hier, si certains parmi vous ont suivi une chaîne de télévision en Europe, en France particulièrement, il a été dit, est-ce que la France est menacée par la drogue? Parce qu'aujourd'hui, il y a un phénomène. Et c'est pour dire que c'est un phénomène mondial. La preuve, beaucoup de drogues ne sont pas cultivées chez nous. Elles viennent d'ailleurs. Mais d'abord, avant tout début, il faut définir ce que c'est que la drogue. La drogue, c'est quoi? La drogue, c'est toute substance. Elle peut être naturelle, semi-naturelle ou synthétique, c'est-à-dire fabriquée au laboratoire. Lorsqu'elle est consommée par un être vivant, elle modifie une ou plusieurs de ses fonctions. Fonction du sommeil, fonction de reproduction, fonction d'alimentation. Donc voici ce que c'est que la drogue. Et aujourd'hui, effectivement, la drogue est là. Vous l'avez dit tout à l'heure dans votre élément, que les Nations Unies, au niveau de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ils ont dit que les populations de 15 à 64 ans utilisaient beaucoup de drogue dans notre sous-région et aussi la Côte d'Ivoire. Et dans la population, généralement, ce que nous rencontrons comme beaucoup plus de drogue, c'est l'alcool. L'alcool, c'est la première drogue. Après l'alcool... Ce n'est pas de ça qu'il s'agit dans ce reportage. Ah si. Quand j'ai défini la drogue, je vous ai dit tout à l'heure que c'est toute substance. Malheureusement, c'est l'erreur que les gens font. Parce que les gens commencent par l'alcool pour aboutir aux autres. Parce que c'est de la polyconsommation que les jeunes font, que les hommes font, que nous faisons en matière de drogue. Et aujourd'hui, une étude a été faite. Quand on regarde la population globalement, comme je dis, il y a l'alcool, il y a la cigarette, il y a le cannabis, il y a les médicaments détournés de leur usage, donc le mésusage, vous avez la cocaïne, l'héroïne. Mais une étude a été faite en 2017, en milieu scolaire. 2017, c'est loin, mais dira-t-on. Mais c'est la seule étude que nous avons, qui est la plus proche. Et cette étude de 2017, nous l'avons fait dans toute la Côte d'Ivoire, dans les 14 districts de notre pays, et 87 villes, établissements privés comme publics étaient concernés, les jeunes de 15 à 17 ans, et nous avons enquêté sur 4200 élèves à peu près. Et que révèle cette enquête? Cette enquête révèle que 40% de nos enfants usent de la drogue. C'est près de la moitié finalement. 40% usent de la drogue. C'est beaucoup, 40%. Et vous avez 13% qui usent de la cigarette. Vous avez 10% qui prennent des médicaments à des fins toxicomaniaques. Et vous avez 5% qui prennent du cannabis, 4% de la cocaïne et de l'héroïne. Le problème, c'est qu'ils n'utilisent pas une seule drogue. Ils en utilisent 2, 3, 4. Donc on a plusieurs cas de toxicomanie. Ah oui. Et de façon pratique, comment est-ce que vous organisez la répression, la sensibilisation? La répression, vous l'avez vu. De toute façon, la Côte d'Ivoire a mis en place des instruments de répression. Premier élément, c'est la loi. Il y avait la loi de 88-686 qui a été modifiée pour la rendre beaucoup plus équilibrée en 2022 par la loi 407 du 13 juin 2022 portant lutte contre la drogue. Et cette loi-là, elle est plus équilibrée que celle de 88. Parce qu'en 88, l'usager, comme le dealer, était frappé de la même manière. Aujourd'hui, il est démontré scientifiquement que être usager de drogue, c'est une maladie. Parce que le circuit de la récompense est occupé par la drogue lorsque vous rentrez dedans. Voilà pourquoi il est très compliqué de s'en sortir. Mais justement, est-ce que finalement, ce n'est pas le circuit d'approvisionnement
qu'il faut couper parce qu'on a entendu des enfants dans ce reportage qui ont estimé, et en donnant leur position évidemment, on sent que ces enfants sont beaucoup plus victimes que coupables. Mais voilà pourquoi la drogue, aujourd'hui la loi, monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, lors de l'adoption de cette loi, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, a dit que les enfants étaient victimes, il fallait plutôt chercher à les mettre dans le circuit de la récupération que de les condamner. Ce qu'il faut condamner, c'est les dealers. Et voilà pourquoi... Et à ce niveau-là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Merci beaucoup. La Côte d'Ivoire n'est pas restée les bras croisés. Des institutions ou des structures ont été mises en place. Vous l'avez vu tout à l'heure, il y a des structures de lutte pratiquement chez toutes les forces de défense et de sécurité. Les FDS. Au niveau de la gendarmerie, c'est la SADGEN. Au niveau de la police, c'est la DPSD. Au niveau de la douane, vous avez la section antidrogue des douanes ivoiriennes, aux eaux et forêts, à la marine nationale. Et vous avez aussi des forces multi-agences, comme l'UCT, l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée. Vous avez la cellule aéroportière anti-trafic à l'aéroport. Vous avez l'UPAT, qui est l'unité portière de lutte antidrogue. Donc toutes ces structures-là sont faites et tous les commissariats de police et tous les postes de gendarmerie nationale luttent contre le trafic de drogue. Donc pour dire que la lutte contre la drogue, elle est faite. Elle est faite, elle est partout, elle est faite. Mais ne pensez pas que c'était un phénomène typiquement ivoirien. J'ai lu un document de 1973 ou de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en 1973, septembre 1973. Quand vous prenez ce document de la commission sociale, mais vous avez l'impression d'être en 2025. Alors, M. Kouma, vu qu'on parle des victimes, de la prise en charge des victimes, comment se fait la prise en charge psychologique ou même morale? Parce qu'il faut guérir quelque part. Il faut guérir. Il y a bien une cause. C'est une récupération, pas une guérison. Parce qu'on guérit du polype, mais on ne guérit pas de l'usage des drogues. On stabilise. Mais ce n'est pas des cas perdus. Est-ce que dans votre processus, vous attaquez à la source des problèmes? Est-ce qu'un hypertendu, il est perdu? Mais voilà, c'est pour ça. Ah non, un hypertendu n'est pas perdu. Quand vous êtes hypertendu, on vous stabilise. On ne vous guérit pas de l'hypertension. Non, ce que nous voulons dire ici, il faut sortir ces enfants de ces zones dangereuses. dangereuses. On les sort. La preuve, l'État a pris des dispositions pour les sortir. Vous avez des centres de prise en charge spécifiques. Vous avez, prenons d'abord au niveau des structures étatiques, tout ce qui est pris les hôpitaux psychiatriques prennent en charge les usagers de drogue. Vous avez des ONG qui prennent en charge les usagers de drogue, comme Saint-Vincent-de-Paul à Yamoussoukro, comme comment on appelle ça, nos amis Botoni à Bandoukou, comme la Croix-Bleue de Williamsville. Tous ces centres-là prennent en charge. Et il y a une attendez, vous avez terminé en 30 secondes. Il y a une association État, ONG, qui sont les CASA. Les CASA, qui sont les centres d'accompagnement et de soutien en addictologie, où on donne la méthadone. D'accord. Juste en 30 secondes, un conseil aux parents. 30 secondes. Le conseil que je peux donner aux parents, c'est que les parents eux-mêmes prennent en charge la situation de la drogue. Qu'on ne rejette pas tout sur l'État de Côte d'Ivoire, qu'on ne rejette pas tout sur le gouvernement. Que faisons-nous nous-mêmes lorsque nous consommons de la drogue? Quand je dis la drogue, l'alcool. Nous prenons le whisky devant les enfants et puis nous tapons la patte. Vous voulez que l'enfant fasse quoi après? D'accord. Donc, quand on voit les enfants allumer la cigarette pour nous, qu'est-ce que nous voulons que les enfants fassent après? Donc il y a la responsabilité des parents. Merci beaucoup. Merci M. Ronsa Yaokouma, secrétaire général du comité interministériel de lutte anti-drogue, l'invité du Grand Journal ce soir. On va regarder maintenant un autre phénomène, cette fois chez les femmes. En Côte d'Ivoire, une femme sur 3 est victime de l'excision, une pratique pourtant interdite depuis 1998, mais le phénomène persiste. Des communautés estiment que c'est une vieille tradition à préserver. C'est le cas dans les zones ouest et nord du pays où le taux de prévalence des mutilations génitales féminines avoisine les 60% contre 21% au plan national. Vous allez le voir dans ce reportage, mais attention, certaines scènes peuvent choquer. Excision, un fléau à la peau dure, un reportage de Khalid Diomandé. Dans ce village de la région du Tongpi, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, vit depuis sa naissance Florence, 24 ans. Voilà maintenant 10 ans que la jeune dame souffre d'une pathologie assez délicate. Elle est rongée par des picotements et douleurs
au niveau de son organe génital. Mon sexe me gratte. Je ne peux pas m'asseoir au milieu de mes camarades. Chaque fois, ça me démange et puis je saigne. J'ai été excisée à l'âge de 10 ans jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours la conséquence sur moi. Et chez nous au village, il y a une camarade, elle a été victime de ça. Parce qu'ils ont fait l'excision, elle a saigné jusqu'à... Elle a rendu l'âme. Malgré ces conséquences désastreuses, l'excision se pratique encore dans cette localité, clandestinement. 4 heures du matin, alors que le village est encore plongé dans le sommeil, dans la forêt sacrée résonnent des chants du terroir. Cette scène, qui s'apparente à un moment de réjouissance, n'est en réalité que les prémices d'un rituel d'excision. Dans la culture d'An, lorsque nous devons faire l'excision, nous chantons pour encourager les filles et l'exciseuses, afin qu'elles n'aient pas peur. Pendant que ces femmes exultent, dans un coin de la forêt, les exciseuses s'activent. Le matériel servant à la mutilation génitale est disposé soigneusement. 2 lames pour 2 fillettes. Contre son gré, la première, âgée de 9 ans, se voit couper le clitoris sans anesthésie. Une douleur intime au nom du respect des us et coutumes. Nous sommes nés en trouvant nos parents pratiquer l'excision. Nos ancêtres ont dit que l'excision permet à la jeune fille d'être une bonne femme, capable de bien tenir son foyer. Une femme qui n'est pas excisée est infidèle et n'arrive pas à contrôler son appétit sexuel. Avec l'excision, la femme devient sage. Les saignements de la fillette ne freinent pas les matrones dans leur élan. Cette adolescente de 11 ans passe également sous le coup de la lame, impuissante. Nos caméras ne sont plus autorisées à filmer les prochaines étapes de l'après-mutilation. Les jeunes filles sont conduites dans un endroit aménagé où elles resteront pendant 3 mois sous surveillance. Aucun homme ne doit les voir. Durant les 3 mois, les blessures seront soignées jusqu'à la cicatrisation. Elles apprendront les bons comportements et les valeurs. Après cette formation, ces jeunes filles ne s'intéresseront pas aux hommes pour des relations hors mariage. Dans cette zone ouest du pays, les MGF, mutilations génitales féminines, se font environ à 57% contre 21% au plan national. Gueux Eugénie en a donc fait son cheval de bataille. Chaque semaine, son équipe et elle visitent les communautés pour éveiller leur conscience sur l'excision. La réussite d'une femme là n'est pas liée à l'excision. Ça fait du mal à nos filles. La femme, elle souffre dans sa chair. C'est interdit par la loi, c'est à bannir. Il faut dire que quand on va dans les communautés, notre objectif, c'est de toucher la sensibilité de nos parents. Dans un village, en 2024, il y avait une dizaine de filles qui avaient été excisées. J'ai été dans le village et le chef a confirmé. Face à l'entêtement, Eugénie, en plus de sensibiliser, alerte aussi les autorités compétentes. Nous avons environ 200 points focaux qui sont dans les villages. Donc, quand il y a des projets d'excision, ces points focaux nous interpellent. Déjà, on donne l'information aux forces de l'ordre. Les autorités appellent directement le chef du village pour dire que si jamais il y a l'excision dans ton village, parce que nous avons les échos, c'est toi qui seras interpellé. Donc quand c'est comme ça, c'est déjà dissuadé. Les gens ne posent plus l'acte. Tout comme à l'ouest, la sensibilisation est de mise au nord du pays où le phénomène de l'excision a la peau dure. Dans cette bourgade de la région du Tchologo, Yvonne Ouattara réunit mensuellement les garants de la tradition et les femmes autour de la thématique des MGF. Pourquoi l'excision? Ça a détruit la femme.
Le message d'Yvonne, bien que compris, parvient difficilement à modifier la perception des chefs de communauté sur la question. Nous continuons à pratiquer l'excision parce que cela nous a été légué par nos ancêtres. Chez nous, les filles sont excisées avant leur mariage. Nous ne pouvons pas mettre fin automatiquement à ces pratiques au risque de perdre la vie. Il faut aller dans le bois sacré pour faire des sacrifices et attendre la réponse des mânes. En 2024, j'étais dans un village de la région où j'ai vu où il y avait 80 filles qui ont été mutilées. Elles avaient 10 ans, 15 ans. Il faut que nos autorités nous aident à lutter contre cette pratique. En Côte d'Ivoire, une femme sur 3 est touchée par les mutilations génitales, laissant parfois d'énormes séquelles. Des séquelles que l'ONG Les Orchidées Rouges s'est donné pour mission de soigner. Ici, les femmes excisées bénéficient d'une prise en charge pluridisciplinaire. Ce matin, à cœur ouvert, des victimes partagent avec le psychologue leurs blessures émotionnelles. Si j'ai grossi le cœur, c'est pourquoi je suis venue aujourd'hui. J'ai trop grossi le cœur, j'arrive de mourir comme ma petite. Non, ça va pas arriver. On pourrait dire, mais il y a longtemps qu'elles ont vécu ça. Pourquoi maintenant, en évoquant cette situation, ça leur fait pleurer, ça fait de beaucoup d'émotions, ça crée de l'angoisse? Mais parce que c'est un traumatisme. C'est la raison pour laquelle la prise en charge psychologique, elle est essentielle. Outre l'assistance psychologique, il existe aussi l'accompagnement gynécologique. Cette quadragénaire, excisée à l'âge de 8 ans, est éprouvée dans sa vie conjugale. À cause de cette excision-là, vraiment, quand mon mari me touche, je ne ressens rien. Ça me fatigue, mon mari aussi, ça le fatigue. Il devait avoir même divorce. Mais rien n'est perdu pour cette patiente désespérée. Grâce à la chirurgie réparatrice, elle retrouvera bientôt son intégrité physique. Nous allons permettre à cette dame chez qui ils ont enlevé le clitoris, surtout la partie externe, de faire ressortir la partie interne du clitoris que toutes les femmes ont et de le remettre en place. Donc, va certainement permettre un épanouissement sexuel plus adapté. Tout ce dispositif holistique consacré aux femmes excisées a été pensé par Marie-Claire Koulibaly, elle-même victime du fléau. Je vous dis aujourd'hui, il y a des gens où vous parlez d'excision, ah, ça existe encore. Bah, mais bien sûr que ça existe encore. Ou des gens qui minimisent même les conséquences. Donc j'en appelle vraiment aux autorités et à tous les Ivoiriens. Cette problématique, il faut la prendre au sérieux, ça doit être une cause nationale. L'État de Côte d'Ivoire qui est conscient de ce phénomène a pris des dispositions. La Côte d'Ivoire a adopté sa première loi sur la répression des mutilations génitales en 1998 et cette loi prévoit une sanction pénale d'emprisonnement d'1 à 5 ans avec une amende de 360 000 à 2 millions de francs. Même si le taux de prévalence des MGF est passé de 36% en 2016 à 21% en 2022, nombre de défis restent à relever pour atteindre l'objectif zéro excision d'ici à 2030. Les ONG appellent donc les pouvoirs publics à décupler les financements pour renforcer la lutte et sauver la vie de millions de jeunes filles et de femmes. Ce reportage de Khalil Diomandé sur l'excision en appelle à la responsabilité de tous. Et après ces vives émotions, partons à la découverte de Sassandra, un trésor certain de l'identité culturelle ivoirienne. La perle du sud-ouest de la Côte d'Ivoire se révèle dans toute sa splendeur avec des plages au sable fin bordées de cocotiers, une mer d'une clarté époustouflante. La douceur de l'ombre des palmiers rappelle l'histoire de la Côte d'Ivoire avec des sites touristiques emblématiques. Suivons ensemble ce reportage de Sephora Zegui et Abdoulaziz Ganiyou. Bienvenue à Sassandra, une perle méconnue de la Côte d'Ivoire, où l'histoire et la nature s'entrelacent dans un spectacle éblouissant. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage au cœur de cette ville côtière, à la découverte de ces trésors insoupçonnés. Notre
Notre aventure débute par un lieu emblématique du passé prestigieux de Sassandra, la maison du gouverneur. Cette demeure coloniale à l'architecture élégante témoigne d'une époque révolue et conserve le charme de son histoire. Construite au début du XXe siècle, la maison du gouverneur fut la résidence des administrateurs coloniaux. Sassandra est aujourd'hui une destination touristique en pleine expansion. Ses plages paradisiaques, ses sites historiques et son paysage préservé attirent et séduisent les touristes. Ce passionné de voyage ne recule devant aucun effort pour explorer les richesses de la ville. C'est une destination qu'on avait toujours voulu visiter. Alors l'histoire de Sassandra, on a vu que c'était une histoire assez particulière. C'est une très vieille ville qui a connu au départ un développement, on va dire, important, mais qui s'est arrêté brutalement pour des raisons politiques dans les années 70. Et voilà, c'est un lieu quand même qui, je pense, qui est incontournable au niveau historique. À quelques pas de là, le monument aux morts se dresse fièrement face à l'océan, rendant hommage aux soldats ivoiriens ayant combattu durant les 2 guerres mondiales. Mais Sassandra, c'est avant tout un littoral d'une beauté saisissante, long de 840 mètres. Ses plages de sable fin, bordées de cocotiers, invitent à la détente et à l'évasion. Ici, les activités nautiques abondent, baignade, pêche, il en a pour tous les goûts. Mais Sassandra, c'est aussi un lieu de mémoire bouleversant. Le tunnel de la déportation rappelle les heures sombres de la traite négrière, un pan douloureux de l'histoire locale. Vous voyez là-bas le rocher qui est là-bas? Ça, c'est le rocher du voyage sans retour. Et c'est là que les esclaves arrivaient, ils allaient là, ils prenaient leur dernier bain avant de monter dans le bateau voilé pour embarquer pour l'île de Gorée. Autrefois, Sassandra abritait également la toute première huilerie d'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, il n'en reste que des vestiges, témoins d'une époque révolue. Pour les amoureux de la nature, la station balnéaire offre aussi un spectacle fascinant à quelques kilomètres de la ville, le village de Dronkwind. Ces plages convoitées attirent chaque année de nombreux touristes, notamment en provenance d'Abidjan. Si l'un des défis majeurs pour ces visiteurs reste l'hébergement, certains optent pour des alternatives séduisantes comme le camping. C'est la première fois que je fais du camping. Je n'ai jamais pensé qu'un jour je pouvais faire camping au bord de la plage. Malgré son immense potentiel, la ville demeure sous-exploitée selon les populations locales. Oui, il y a beaucoup de belles choses à voir ici, mais les gens ne s'intéressent pas à cela. Donc, ils peuvent venir faire assez d'aménagement. On a vraiment besoin d'investisseurs. Vous voyez, ils sont vraiment enchanteurs, mais il faut de gros moyens pour les mettre en valeur. Notre voyage nous conduit à présent vers un ouvrage d'art remarquable, le pont du général Weygand. Construit dans les années 1940, cet édifice, premier pont en béton armé de Côte d'Ivoire, est un chef-d'œuvre d'ingénierie coloniale. Il enjambe majestueusement le fleuve Sassandra, offrant une vue imprenable sur son cours paisible. Aujourd'hui, ce pont est un lieu de passage incontournable où se croisent habitants, pêcheurs et touristes venus admirer la splendeur du fleuve et sa nature luxuriante. Sassandra, bien plus qu'une simple ville, est une véritable invitation à la découverte. Un voyage hors du temps, une immersion dans une nature authentique. Toutefois, le manque d'infrastructures hôtelières constitue un défi majeur pour son développement. Les établissements existants ne proposent pour l'instant qu'un confort rudimentaire, complètement en déphasage du standing qu'ils pourraient offrir avec un tel potentiel touristique. En moyenne, nous avons environ 30 chambres ici. Pour les commodités, on a tout ce qu'il faut. Donc en moyenne, 20 chambres, 25 chambres par semaine, c'est bon pour nous. Sassandra ne se résume pas à un point sur la carte. Véritable musée à ciel ouvert, elle représente un atout majeur pour le tourisme ivoirien. Côte d'Ivoire Tourisme, à travers sa direction régionale du Boclet, élabore des stratégies pour valoriser cette destination d'exception. D'abord, commençons par régulariser tous les établissements touristiques qui sont dans la zone, qu'ils soient autorisés par le ministère du Tourisme à exercer. Ensuite, allons-y vers la création de produits d'appel touristique qui puissent
attirer plus d'un vers la destination. La cité balnéaire est un joyau, une ville où se mêlent histoire, culture et nature. Que vous soyez passionné d'histoire, amateur de plages idylliques ou amoureux de paysages sauvages, elle saura combler toutes vos attentes. Sassandra est une expérience unique, une invitation à ressentir et à vivre l'âme de la Côte d'Ivoire. Sassandra, une destination de choix. Et nous vous le disions en début de journal, le COSIM et le CODIS informent la communauté musulmane que le croissant lunaire a été observé ce vendredi soir à Bandoukou. Je vous propose la déclaration. Le COSIM et le CODIS informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan 2025 correspondant à l'an 1446 de l'Hégire a été observé à Bandoukou par plusieurs personnes. Par conséquent, le jeûne du mois de Ramadan commencera en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le samedi 1er mars 2025. Les imams de Côte d'Ivoire souhaitent un bon Ramadan à toutes et à tous. Voilà, bon mois de Ramadan à tous les musulmans de Côte d'Ivoire. Voilà, Barine, pour le grand journal ce soir. C'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Oui, merci à tous de nous avoir suivis. Il ne reste plus aussi qu'à remercier toutes les équipes techniques et éditoriales qui ont participé à la construction de ce grand journal. Et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro, le 28 mars 2025. À très bientôt.